tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thread d'horreur dans lequel je vais vous raconter l'histoire de Brian et vous allez voir que c'est un récit exceptionnel et particulièrement glaçant. Alors je vous laisse vous installer comme d'habitude bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Brian commence en disant qu'il n'a jamais raconté cette histoire à personne parce qu'il en est vraiment peu fier en fait, sachant qu'il a totalement conscience qu'il a été extrêmement inconscient au moment des faits et que c'est quelque chose sur lequel il ne va pas spécialement insister pendant son récit, mais il veut vraiment bien avertir tous ses lecteurs que voilà, il a conscience qu'il a vraiment été très imprudent à ce moment-là. Il nous explique que les faits se sont passés en 1998 ou 1999 et qu'à l'époque il était un jeune homme gay d'une vingtaine d'années qui vivait dans une petite ville de taille moyenne du Midwest des États-Unis. Pour contextualiser un petit peu toute l'histoire, Brian nous explique que dans ces années-là, on était dans une période un petit peu particulière pour les homosexuels, puisque dans la plupart des grandes villes, ils arrivaient à vivre à peu près correctement en étant plus ou moins acceptés, mais qu'il y avait encore quand même beaucoup de personnes aux mentalités assez fermées et qui ne les aimaient pas. C'est une période qui n'est pas si loin que ça de nous, on a à peu près 20 ans de décalage, mais si vous voulez, au niveau vraiment des mœurs et de la société, il y avait énormément de choses différentes. Lui, il explique que voilà, les smartphones n'existaient pas du tout, personne n'avait encore de téléphone portable, et Internet n'en était vraiment qu'à ses tout débuts. Et sur Internet, justement, il y avait déjà des prémices des réseaux sociaux qui commençaient à s'installer, mais c'était pas du tout aussi courant que ça peut l'être aujourd'hui. Tous les Américains n'avaient pas nécessairement un accès à Internet, je dirais que même la majorité n'en avait pas un directement à son domicile. Et que ce qu'on retrouvait le plus finalement en ligne, c'était des espèces de forums, de discussions qui étaient utilisés par diverses communautés pour pouvoir échanger. Et du coup, Brian nous explique que Internet, ça a très rapidement pris une place assez importante dans la communauté gay, tout simplement parce que c'était un moyen en fait de faire des rencontres qui étaient un petit peu plus safe, en tout cas il le pensait pour les homosexuels, parce que du coup en fait c'était un petit peu plus caché, on pouvait directement repérer les personnes avec qui on souhaitait échanger, et puis surtout ça permettait aussi de masquer son identité, donc de ne pas forcément être obligé de révéler son homosexualité à tout son entourage. Et Brian, lui, il va se mettre à fréquenter assez assidûment tous ces forums de discussion pour rencontrer des hommes, puisqu'il nous dit que voilà, comme il était plutôt un beau jeune homme qui avait l'habitude d'enchaîner les rencarts, ça a vraiment été un moyen privilégié en fait pour lui pour rencontrer très facilement des personnes avec qui avoir des relations pas vraiment sérieuses. Et il nous explique que c'est par ce biais, comme on peut s'y attendre, qu'il a finalement rencontré des hommes avec plein de profils différents, que ce soit finalement des mecs tout à fait bien comme il disait, en passant par les homosexuels un peu refoulés ou ceux qui sont encore dans le placard, jusqu'aux weirdos un peu habituels qu'on peut parfois croiser sur internet évidemment. Il nous explique qu'un jour il a eu une conversation avec un mec qui vivait dans la même ville que lui, alors il ne se rappelle pas du pseudo que cette personne utilisait à l'époque, mais c'était quelque chose du genre McMince65, et en fait cette discussion il l'avait eue sur leur mur, donc c'est à dire que c'était pas une conversation privée, n'importe qui finalement qui venait un petit peu regarder au niveau de leur profil pouvait aussi lire cette conversation. Finalement cet échange n'aboutit sur rien, Brian passe complètement à autre chose, il a totalement oublié, mais une semaine plus tard il reçoit un email un petit peu étrange provenant d'une adresse inconnue, et dans cet email on pouvait y lire un message qui disait en gros « Salut, je ne suis pas gay et je ne suis pas d'accord avec ce mode de vie. Je suis juste là pour te dire que j'ai un ami qui a rencontré ce mec mince 65 qui est sur ce thread, et ce gars lui a fait beaucoup de mal. Je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Mon ami a tenté d'en parler à la police, mais ils n'ont rien fait. J'ai vu que tu parlais avec McMince65, alors sois prudent et reste éloigné de lui. » Brian, il lit ce mail et il est genre « Ok, trop bizarre, qui est cette personne ? Qu'est-ce qu'elle me veut ? Pourquoi est-ce qu'elle m'écrit ça ? Qu'est-ce qu'elle veut dire par il lui a fait beaucoup de mal ? Genre, est-ce que c'est une métaphore pour dire qu'il lui a brisé le cœur ou est-ce que vraiment il l'a insulté ou frappé par exemple ?
Donc pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, Brian répond à cette personne et lui demande si elle peut lui donner un petit peu plus de détails et préciser un petit peu ses propos, mais il ne recevra jamais de réponse. Du coup, il nous dit qu'il était un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, mais d'un autre côté, il en a pas non plus fait un énorme cas parce qu'il s'est dit que ça pouvait être finalement n'importe quoi, genre ça pouvait totalement être l'ex du gars en question qui essayait de venir lui pourrir la vie, ça pouvait être effectivement quelqu'un qui voulait le prévenir qu'il s'agissait d'un piège homophobe, comme ça pouvait aussi être un troll qui connaissait même pas en fait le fameux mec mince et qui faisait ça juste pour passer le temps. Ce mail restant assez vague et n'obtenant pas plus de précision, Brian décide de le ranger un peu dans un coin de sa tête. On arrive quelques semaines plus tard, Brian a plusieurs jours de congé et il n'a rien prévu de faire, pas prévu de partir, bref il s'ennuie un petit peu et il décide de se connecter à internet pour essayer de se trouver un plan cul. Il laisse une sorte de petite annonce sur un forum et il reçoit assez rapidement après une réponse par mail qui vient justement du fameux mecmince65. Le mail n'est pas spécialement intéressant selon Brian, en gros ils discutent vite fait et juste ils échangent vraiment des banalités et puis ensuite des détails techniques on va dire pour pouvoir se rencontrer et convenir d'un rendez-vous plus tard dans la journée. Brian nous dit assez clairement que c'était un mec qui semblait vraiment hyper banal, il n'y avait rien qui l'attirait spécialement chez lui, mais comme il n'avait pas reçu d'autres réponses et que il avait rien d'autre à faire, il s'était dit genre pourquoi pas. Et puis alors qu'il est en train de rédiger sa réponse pour vraiment convenir du moment où ils vont se retrouver, Brian d'un seul coup se rappelle de l'email d'avertissement qu'il a reçu quelques semaines plus tôt et il est pris d'un doute, il décide d'aller relire l'email. Mais bon, il se dit finalement ce mail est toujours aussi vague, j'ai jamais reçu de réponse et ça vient finalement plutôt titiller sa curiosité, il se dit qu'il a envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce fameux pseudo et ces avertissements un peu mystérieux mais vagues. Et puis comme il constate surtout que l'adresse est une adresse qui donne vraiment genre sur une rue très passante où il y a plein de monde, c'est pas dans un quartier malfamé, c'est pas genre une espèce de cabane au fond des bois, il se dit ok c'est suffisamment safe en fait, je peux très bien aller là-bas et aviser une fois que je rencontre le mec s'il me paraît bizarre ou pas. Brian arrive à l'adresse à l'heure convenue et il constate qu'il se trouve devant une maison de type duplex qui a été divisée en deux appartements, donc il y en a un qui fait comme un rez-de-chaussée et l'autre qui fait le premier étage. On est en plein milieu d'après-midi, il y a pas mal de circulation qui passe dans la rue juste devant cette fameuse maison. Il voit aussi 2-3 personnes qui sont dans la rue mais aussi dans le voisinage, genre dans leur jardin ou devant leur porche. Donc Brian se dit ok, jusque là tout a l'air normal. Il s'engage dans l'allée, il gare sa voiture sur un petit parking qui est à l'arrière de la maison, puis il frappe à la porte. L'homme qui lui ouvre la porte est totalement normal, le genre un petit peu timide, dans la quarantaine. Il est plutôt frêle et il parle avec une voix toute douce. Brian nous dit que c'est typiquement le genre de mec qui travaille dans les bureaux. C'est pas vraiment son type de mec, mais en même temps, rien de grave non plus. Et comme sa curiosité a été piquée, il se décide à entrer dans la maison pour pouvoir jeter un petit coup d'œil et évaluer la situation. Brian entre par la porte arrière qui donne directement sur la cuisine. Et ce qu'il remarque tout de suite, c'est que tout est vraiment extrêmement propre. Il y a absolument rien qui traîne sur les plans de travail. Il y a même pas genre une table avec une chaise. C'est extrêmement vide. En fait, on dirait que personne n'habite ici. Vraiment, tout est nickel, hein. Tout est propre, bien entretenu. C'est juste que, en fait, tout est complètement vide. Et depuis la cuisine, il peut directement voir le salon qui sont en fait deux pièces séparées par comme une grande vitre avec une porte coulissante. Et dans ce salon, il voit qu'encore une fois, c'est assez vide. Il n'y a pas grand chose à part comme une espèce de très grande table en plein milieu. mecmince65 lui dit tout de suite qu'en fait c'est pas là qu'il vit, c'est un local qu'il garde pour un ami qui utilisait cet endroit avant comme un cabinet médical, mais il précise que c'était assez pratique puisque c'est donc un endroit privé qu'ils ont rien que pour eux. Le type referme la porte arrière et la verrouille et Brian remarque au même moment qu'il s'agit d'une porte avec une serrure à peine dormant, c'est-à-dire que c'est une porte qu'on ne peut pas ouvrir même de l'intérieur si on n'a pas la clé. Il range la clé dans sa poche et se tourne ensuite vers Brian en lui demandant « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» À ce moment-là, tous les voyants sont en alerte pour Brian. Il se rend compte que l'intérieur de la maison n'est pas normal. Il apprécie pas du tout le fait que le gars ait verrouillé la porte. Il dit
que certes c'est quelque chose qui arrive régulièrement, enfin je veux dire, il y a pas mal de gens qui ont ce type de serrure chez eux, mais là il sait qu'il se retrouve coincé chez un inconnu, la maison paraît un petit peu étrange, anormale, du coup il aime vraiment pas ça. Du coup Brian demande à son rencard pourquoi est-ce qu'il a verrouillé la porte et il remarque que tout de suite c'est quelque chose qui semble vraiment beaucoup le rendre nerveux, il est comme tout agité et puis il va lui dire... genre en bafouillant un peu, genre bah c'est parce que on n'a pas trop envie d'être dérangé, mais il y a quelque chose dans son langage corporel qui semble indiquer qu'il n'y a pas que ça. Brian de son côté il est déjà dans sa tête en train de tout analyser et il y a un truc qui le rassure quand même pas mal dans tout ça, c'est qu'il voit qu'il intimide beaucoup l'autre mec et en fait il nous explique que physiquement il a une carrure qui est assez imposante. Il est assez grand, assez large d'épaules. C'est pas spécialement qu'il est musclé ou quoi que ce soit, mais en fait il a toujours fait quand même une taille assez large. En fait il a toujours mis, genre même quand il était au plus mince de ce qu'il a fait, il mettait quand même des t-shirts en taille L. Donc voilà, ça lui donne une carrure assez impressionnante et il nous explique que c'est quelque chose qui est assez pratique puisque généralement les gens ont tendance à interpréter tout ça et à le croire beaucoup plus fort qu'il ne l'est réellement. En plus de ça, il est également aidé par son visage et son expression naturelle qui est assez neutre, voire même un petit peu froide, et qui donne souvent aux gens l'impression que c'est un mec vraiment, tu sais, hyper calme, hyper sûr de lui, parfois limite mal poli dans certaines situations, mais que là, clairement, dans cette situation, ça va tourner à son avantage, puisque ça va lui donner l'impression d'être hyper confiant, hyper sûr de lui, et en plus assez baraque. Brian décide donc de prendre son expression la plus déterminée, et il dit au mec j'aime vraiment pas être enfermé donc tu déverrouilles cette porte tout de suite. Et il y a quand même quelques petites secondes de battement, le mec en face de lui visiblement il est à deux doigts de se pisser dessus et finalement il lui dit en gesticulant et en bafouillant ok d'accord je la déverrouille, je vais juste mettre l'entrebâilleur et regarde je laisse les clés ici en les posant sur le comptoir juste à côté de l'évier. Brian est plutôt satisfait de cette réponse, cela dit il est quand même encore assez tendu, la situation reste bizarre, le mec est toujours entre lui et la porte et du coup il sait pas trop quoi faire, il regarde un petit peu autour de lui, il se dit bon le gars n'a pas l'air d'être armé, il y a visiblement rien dans ses poches, je sens que je lui fais peur, ça a pas l'air d'être trop une menace physique donc il attend. Et il faut bien garder en tête que tout ça s'est passé très très vite. Moi je vous ai donné plein de descriptions pour que vous puissiez vraiment vous représenter la scène, mais en fait ça fait à peine 1 minute voire 2 maximum que Brian a passé la porte d'entrée. Le gars a l'air super nerveux, mais vous savez ce genre de nervosité qu'on essaye de cacher, donc ça se voit mais ça fait qu'on a un comportement un petit peu bizarre. Puis il dit à Brian bon allons-y et il fait comme un grand détour pour pas trop s'approcher de lui. Il traverse la cuisine, le salon et il va dans l'entrée. Brian hésite pendant quelques secondes, est-ce qu'il suit son rencard ou est-ce qu'il fait marche arrière et il s'enfuit par la porte arrière? Et puis finalement la curiosité l'emporte et il le suit dans l'appartement. Il traverse la cuisine en direction du salon et il nous dit qu'il a un peu l'impression à ce moment-là comme s'il avançait au ralenti, il regarde partout autour de lui, il analyse un peu ce qui se passe. Et son attention va vraiment se concentrer sur l'espèce de grosse table qui trône en plein milieu de ce qui devrait être un salon. C'est une espèce de grande table en inox rectangulaire et sur le coup Brian se dit que ça doit être une table d'examen médical. Il voit que c'est le genre de table qui peut être relevée et rabaissée et qu'il y a comme une sorte de gouttière qui fait tout le tour. Avec le recul, Brian a compris ce qu'était cette table, je pense que vous aussi, il est désormais quasiment sûr à 99% que ce qu'il a vu était en fait une table mortuaire de thanatopracteur. Mais à l'époque, il savait pas forcément à quoi ça ressemblait ou peut-être que son esprit n'avait pas voulu comprendre et donc il s'était juste dit que c'était une table médicale classique. Et puis il voit que dans la pièce il y a d'autres meubles de type un peu qu'on retrouverait dans un cabinet en fait. Donc il y a quelques chaises etc. Mais en fait lui il nous dit qu'aujourd'hui avec le souvenir de ce qu'il en garde, il saurait pas décrire tous les autres objets qui étaient dans la pièce.
que c'est vraiment comme la table qui l'a complètement fasciné et obnubilé, et que c'est vraiment ça en fait qui l'a marqué et dont il se souvient aujourd'hui. Et la grande fenêtre qui donnait sur le devant de la maison, là où il y avait la rue assez passante, elle était occultée par des stores à panneaux verticaux. McMince65, qui l'attend toujours dans l'entrée, le regarde et lui dit oui, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal, tout ça c'est parce que, comme je te l'ai dit avant, c'était un cabinet médical ici, allez viens. Brian s'approche et il découvre le reste de l'appartement, donc il y a l'entrée qui donne sur un couloir avec une première pièce dont la porte est fermée, une salle de bain au milieu et puis une seconde pièce chambre sur le fond. Par la porte de la salle de bain entrouverte, il voit encore une fois qu'à l'intérieur tout est vraiment hyper bien rangé, hyper propre. Et il voit aussi la porte du fond qui est ouverte et il se dit que si du coup la version des faits du cabinet médical est effectivement vraie, ça devait certainement servir en fait de salle d'examen. McMince65 reste planté devant la première chambre qui est fermée et il désigne le fond du couloir à Brian en lui disant « On peut aller dans cette pièce là si tu veux, va jeter un coup d'œil ». Brian s'approche un petit peu et par la porte ouverte, il voit que tous les murs sont recouverts de lambris de couleur, vous savez, un peu bois, miel. Il dit que c'est exactement le genre de truc qu'on pourrait et qu'on s'attendrait à trouver dans un bureau ou un cabinet qui n'aurait pas été rénové depuis les années 70. Et il fait très doucement quelques pas en direction de la porte, mais tout en essayant de garder un œil et de rester conscient sur ce que fait Mr. Creepy, comme il l'appelle, dans son dos. Et il sent que le mec est toujours immobile, il ne bouge pas. Arrivé au bout du couloir, juste devant la chambre, la première chose que Brian remarque, c'est que la porte, elle est équipée du même type de verrou que la porte arrière de la maison. Et que, en fait, ce verrou se situe à l'extérieur de la pièce. Donc c'est une pièce qu'on peut verrouiller de l'extérieur. Et il nous dit qu'à ce moment-là, il se demande s'il y a un autre verrou du même style à l'intérieur, mais qu'il a déjà un petit peu sa petite idée. À l'intérieur de la pièce se trouve une chaise. Une chaise de bureau en plastique, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui peut pas pivoter, vous savez, vraiment la chaise banale, avec les 4 pieds en métal fin, posée en plein milieu de la pièce. Il y a également une moquette sombre et ce lambris en bois. Et là, Brian se rend compte qu'en fait, il y a un truc bizarre avec le lambris parce que on voit qu'il a été rajouté par-dessus les murs et que la personne qui a fait ça, elle a recouvert la fenêtre, probablement parce qu'il se dit que normalement, il devrait y avoir une fenêtre à cette pièce, mais également l'interrupteur. Donc en fait, une fois qu'on se retrouve dans la pièce, il y a comme pas moyen de contrôler la lumière. La pièce est totalement vide à l'exception de la chaise, installée en plein milieu, et d'un téléphone fixe qui est posé sur le sol, branché visiblement, donc avec le câble qui part en dessous du lambris. Et Brian nous dit que c'est un espèce de téléphone un peu à l'ancienne, vous savez, genre le téléphone un peu en plastique beige marron, qui était généralement utilisé dans les bureaux dans les années 80-90 avec, vous savez, les espèces de grosses touches un peu blanches transparentes pour pouvoir connecter différentes lignes. Brian se tient toujours dans l'embrasure de la porte avec tout juste sa tête qui dépasse un peu pour pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur, mais il nous dit bien que déjà à ce moment il sait qu'il est absolument hors de question qu'il passe le pas de cette porte et il essaye un peu de jeter un œil en arrière pour voir ce que fait McMince65 qui se tient toujours devant la première chambre et qu'il regarde fixement, vous savez, en essayant d'avoir l'air détendu. Mais on voit qu'il est nerveux et il force un peu son sourire. Le type est un peu gêné, il s'adresse à Brian et il lui dit alors du coup, qu'est-ce que tu veux faire ? Mais au lieu de répondre, Brian se serre un petit peu plus contre la porte et il en profite pour glisser sa main derrière et remonter pour essayer de sentir ce qu'il y a de l'autre côté du verrou. Et il nous dit que bien évidemment, comme il s'y attendait, il ne sent que le contact dur du bois, mais il n'y a pas de serrure du côté intérieur de la porte. C'est vraiment à ce moment-là que le sang de Brian se glace complètement et que en fait il se rend compte qu'il a fait une énorme erreur parce qu'il est allé beaucoup trop loin à l'intérieur de l'appartement de ce mec et que là il est complètement coincé, il ne sait pas du tout ce que le gars lui veut. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cet appartement qui est vraiment trop bizarre et qui n'aurait pas dû rentrer aussi loin à l'intérieur et que qu'est-ce que l'autre lui veut, qu'est-ce que l'autre peut essayer de lui faire.
il sait qu'il semble avoir quand même l'ascendant au niveau physique, que l'autre n'a pas l'air d'être armé, mais aller savoir ce qu'il prépare, qu'est-ce qu'il peut bien cacher derrière la porte qui est fermée derrière lui. Bref, il est complètement en panique et du coup, il le regarde et il lui dit « Mais vous, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Le mec a l'air complètement déstabilisé et il bégaye du fun chaud entre mecs avec un sourire vraiment hyper faible, comme s'il était à ça de céder totalement à la panique. Et Brian nous dit que cette phrase, elle peut vraiment paraître assez comique, mais que c'est certainement la chose la plus effrayante qu'il ait entendue de toute sa vie, parce que c'était vraiment une phrase qui sonnait complètement fausse, comme si le mec avait essayé de chercher un truc un peu crédible à lui sortir parce qu'il avait cédé finalement à la panique et qu'il avait rien trouvé de mieux que cette phrase qui est complètement genre hyper kitsch, hyper cheesy, on dirait... Brian il disait qu'on dirait vraiment le genre de phrase qu'on entend dans une publicité pour un site porno, mais personne ne parle vraiment comme ça dans la vie, et qu'il y a cette phrase, il l'a entendu retentir dans sa tête. Du fun chaud entre mecs. Brian a alors le meilleur des réflexes parce qu'il dit avec une voix très calme mais très ferme « Non, je veux partir » et que tout de suite il se met en marche et il part en direction de la sortie. Le mec est complètement paniqué, il lui fait genre ok et il s'aplatit un peu contre le mur pour laisser Brian passer. Brian retraverse tout l'appartement en marchant rapidement mais quand même en donnant l'impression d'être vraiment assez affirmé et sûr de lui pour pas se mettre à céder à la panique et courir. Et il repart, il arrive jusqu'à la porte arrière qui heureusement du coup était déverrouillée, les clés étaient toujours sur le côté près de l'évier, il ouvre la porte, il la claque derrière lui et il trace à sa voiture. Brian était comme dans un état un peu second, il met la clé dans le contact, il démarre sa voiture, il commence à rouler, il se rend compte qu'il a la chair de poule, il a le cœur qui bat la chamade et là il se dit mais putain, qu'est-ce qui vient de se passer? Il repense à tout ce qu'il vient de vivre et il se pose plein de questions genre... Qu'est-ce qui vient de se passer? Qui était ce mec et qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce que c'était un tueur en série ou est-ce que c'était un mec juste complètement bizarre avec des délires sexuels un petit peu déviants? En même temps, pourquoi est-ce qu'il habitait dans un espèce de cabinet médical complètement aseptisé dans lequel tout était extrêmement propre? Pourquoi est-ce qu'il avait cette table d'examen mortuaire en plein milieu de son salon? Qu'est-ce qui se serait passé si il avait mis les pieds dans cette fameuse pièce qui n'a plus aucune fenêtre sur l'extérieur et qui se verrouille? Pour Brian, à ce moment-là, ça semble assez évident que n'importe quel pauvre gars qui oserait rentrer à l'intérieur de cette pièce se ferait enfermé, sans lumière et se retrouverait impliqué dans un espèce de jeu malsain, bizarre, impliquant peut-être le téléphone. Il repense évidemment au mail d'avertissement bizarre qu'il avait reçu et il se demande ce qui a bien pu arriver à l'ami de cette personne qui lui a écrit. Et puis sur le chemin du retour, il se dit il faut que j'aille parler à la police pour leur raconter tout ce qui s'est passé. Mais finalement il ne le fera pas parce que il se rend compte qu'il n'y a absolument aucun crime à dénoncer. Il a vraiment peur que les policiers ne le prennent pas du tout au sérieux. Parce qu'il se dit, raconter comme ça, c'est un peu bizarre en fait, dire je suis allée chez quelqu'un volontairement que j'ai rencontré en ligne et il ne s'est absolument rien passé, le mec ne m'a pas touché, il ne m'a pas agressé et genre son tort en fait c'était quoi? C'était d'avoir une pièce avec une chaise en plein milieu ou d'avoir un espèce de cabinet médical, enfin il s'est absolument rien passé et du coup il avait vraiment peur en fait Brian à l'époque d'aller voir la police, sachant qu'en plus, encore une fois, c'était pas une histoire qui s'est passée il y a 1 an. Ça date quand même d'il y a 20 ans et mine de rien, à l'époque, il nous dit bien que voilà, les policiers, ils avaient pas forcément envie de beaucoup s'impliquer dans les histoires entre homosexuels. Si évidemment il y avait vraiment eu un crime, là ils auraient fait quelque chose, mais pour un truc comme ça, ils se disaient qu'ils allaient très certainement l'envoyer balader. Au final, il prend donc la décision de ne pas reporter ça aux autorités afin de ne pas attirer l'attention sur lui. Et il nous dit, encore aujourd'hui, en 2020, il pense que c'était la décision finalement la plus rationnelle parce que probablement qu'on ne l'aurait pas pris au sérieux et que peut-être ça lui aurait causé plus de tort que de bien. Durant les années qui ont suivi, il est arrivé à plusieurs reprises que Brian repasse devant cette maison
parce que il avait un trajet qui le faisait passer devant, hein. Il cherchait pas forcément à y aller, mais ça pouvait lui arriver, et à chaque fois il pouvait pas s'empêcher de regarder en fait pour voir ce qui se passait. Et il nous dit que pendant à peu près 5-6 ans en fait, il a vraiment vu aucun mouvement autour de la maison. Il voyait toujours la grande fenêtre qui donnait sur le salon être fermée, occultée par les espèces de stores verticaux, jusqu'au jour où il a vu finalement tout qui avait un petit peu changé. Il y avait des rideaux beaucoup plus décoratifs et normaux, et du coup il s'est dit probablement que le local a fini par être vendu à quelqu'un qui vit réellement dedans. Brian termine son histoire en nous disant qu'au début des années 2000, les médias de sa ville ont parlé du meurtre d'un jeune homme dont le corps avait été retrouvé dans l'état voisin, mais comme la frontière était assez proche, c'était vraiment à quelques kilomètres de sa ville, et que c'était un jeune homme qu'il ne connaissait pas personnellement, mais qu'il avait déjà vu en fait dans la communauté gay. Et Brian était en train de discuter avec un ami de ce fait divers-là quand son ami lui mentionne l'existence ou la rumeur d'un tueur en série local. Donc Brian lui dit comment ça, il demande quelques informations supplémentaires et son ami lui explique que effectivement ça fait déjà depuis quelques années, il y a des jeunes hommes gays qui disparaissent régulièrement après avoir pris un verre dans un fameux bar. À chaque fois, visiblement, leur corps est retrouvé un petit peu plus tard, à quelques kilomètres derrière la frontière avec l'État, donc à peu près là où a été retrouvé le corps du jeune homme dont je vous parlais. Et donc de ça était née un peu une rumeur comme quoi il y aurait peut-être un tueur en série qui sévirait dans la communauté gay, mais c'est pas quelque chose qui était passé aux informations, et donc si vous voulez la version racontée par l'ami de Brian correspondait à celle qu'il avait vue être traitée dans les journaux, mais il n'avait pas entendu d'autres histoires comme ça à la télévision ou dans les journaux. Aux dernières nouvelles, du coup, il n'y a pas eu d'autres disparitions ou meurtres particulièrement inquiétantes, et toute la rumeur comme quoi un tueur en série aurait sévi parmi la communauté gay en est restée à l'état de rumeur. Mais Brian se pose encore la question aujourd'hui de savoir si McMince65 pouvait avoir quoi que ce soit en rapport avec tout ce qui s'est passé, et surtout qui était cet homme. Voilà, c'est tout pour le thread d'aujourd'hui. C'était une histoire assez longue, mais je trouvais qu'elle était tellement incroyable, j'avais vraiment trop hâte de vous la raconter. Je trouve que ça fait partie des histoires les plus flippantes que je vous aurais racontées cette semaine. Je me suis d'ailleurs tâtée à vous la publier plutôt demain pour le jour d'Halloween. Finalement, j'ai décidé d'utiliser une autre histoire avec une mécanique complètement différente, donc vous verrez ça demain. J'espère en tout cas vraiment que vous avez apprécié. Moi je vous dis à demain pour le nouveau et le dernier thread de cette semaine spéciale Halloween. Je vous fais plein de gros bisous, et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. Regardez-moi ce petit monstre. T'as dormi toute la journée hier, et maintenant t'es là pour m'embêter. Et maintenant t'es là pour faire plein de bruit et faire savoir que t'es totalement réveillée et que t'as grave envie de jouer pile au moment où moi j'ai besoin de filmer. Bah bien sûr.